Bonjour, bienvenue sur les Pas du Shiatsu, podcast lié au blog Ryoho Shiatsu et ouvert à tous les styles et toutes les écoles. La femme yin par essence émet une énergie nourrissante et le yang va rencontrer cette énergie nourrissante et les deux vont pouvoir se fertiliser, se renforcer et donc la pratique de la sexualité bien comprise selon les principes du yin-yang est une pratique de longévité et non pas une pratique d'épuisement, d'agitation. L'énergie sexuelle et le shiatsu, on en parle dans ce 30e épisode avec Stéphane Kuppers, praticien et enseignant de shiatsu à Bruxelles. Il est interviewé par Yvan Bell. Bonjour Stéphane Kuppers. Bonjour Yvan. Est-ce que déjà pour commencer tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Stéphane Kuppers, je suis belge, praticien en Belgique et enseignant au sein de l'école Odo Shiatsu. Je suis élève de Maître Kawada et j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Shiatsu, un art japonais. Alors aujourd'hui, je t'invite dans ce podcast sur un sujet bien précis, c'est le shiatsu et l'énergie sexuelle. Il faut préciser pour les auditeurs que nous sommes dans le cadre du colloque de la Fédération française de shiatsu traditionnel, qui est à Paris et qui porte sur le système reproducteur. Donc toi, tu es intervenu ce matin en atelier pratique et en conférence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton point de vue. Déjà, pourquoi en shiatsu, on ne parle pas de sexualité ? Mais il y a comme un tabou, et d'ailleurs le titre de la conférence c'était « Le qui sans tabou ». Donc c'est curieux en effet que alors que le shiatsu concerne la totalité de la vie, on ne parle pas beaucoup entre collègues, ni peut-être avec nos clients, du thème de la sexualité. Or la sexualité est au cœur de la vie et quand j'ai commencé à mener des recherches sur le sujet, je me suis aperçu en fait que le genki, ce qu'on appelle le genki, le ki originel, était totalement en rapport avec l'énergie sexuelle. Et donc, l'idée de l'atelier et de la conférence, c'était de mettre ce thème au centre de l'intérêt. Alors, en quoi le genki, ou le yuanqi en chinois, est si lié à la sexualité ? C'est l'énergie vitale profonde, c'est l'énergie liée au rein, c'est le point Meimon ou Mingmen en chinois, vaisseau gouverneur 4, qui est lié au ciel antérieur, ciel postérieur, et qui est l'origine de tout mouvement du corps. Donc on est pleinement dans la zone des lombaires et du hara, dans la zone de l'énergie vitale, dans des points qui font explicitement mention à cette énergie vitale profonde quand on regarde leur étymologie. Et donc, pour moi, c'est totalement lié à l'énergie sexuelle. Énergie vitale profonde, genki, égale la porte d'entrée pour arriver à travailler sur l'énergie sexuelle. Tu disais en introduction de ta conférence qu'il y a 3 tabous. Lesquels ? Il y a 3 tabous, le sexe, et puis la spiritualité et l'argent. Dans le monde du shiatsu, ce sont des choses qu'on n'aime pas tellement évoquer. Et tu as une explication à ça ? Probablement la sexualité parce que c'est compliqué. On est quand même dans une époque où la thématique donne lieu à de nombreux conflits et de nombreuses opinions contradictoires et parfois virulentes. On est dans un contexte un peu de suspicion par rapport à tous les praticiens qui ont une pratique manuelle corporelle. Et donc c'est compliqué probablement d'évoquer cela. La spiritualité, pour moi, c'est lié. C'est quand on est bien ancré dans la terre, on est capable de monter au ciel, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est l'axe terre-ciel vertical, l'axe haut-feu, l'axe rein-cœur. Et donc, si on va là, on se fait peut-être taxer d'illuminé ou de gourou. Si on va dans le sexe, on se fait soupçonner d'avoir des pratiques qui sont peu orthodoxes. Et quant à l'argent, pour moi, c'est du ki, c'est du retour matériel d'une énergie que nous donnons, nous, qui est immatérielle. Et je ne sais pas pourquoi c'est une telle gêne et tellement un tabou chez beaucoup de gens, alors que je pense que ça devrait être quelque chose de totalement naturel. C'est sûr que c'est un sujet qui mériterait d'être creusé. Je pense qu'il y a des sociologues et des psychologues et tout ce qu'on veut, de logs, qui doivent se pencher sur la question. Revenons-en à notre domaine qu'on connaît bien, le shiatsu. Quels sont les grands troubles de la sexualité ? Parce que qu'on le voit dans la société, il y en a quand même pas mal. Les grands troubles de la sexualité, il y a un petit livre écrit par deux médecins, mais qui prend 3 thématiques, hommes-femmes, de pathologies sexuelles. Et en fait, il ramène tout à ça. Et dans les grandes lignes, pour les hommes, il s'agit de problèmes d'impuissance, c'est-à-dire incapacité d'érection, soit
en relation, soit une première fois en relation, soit avec une certaine personne en particulier et pas avec d'autres, et soit en permanence. Ce sont différents degrés d'impuissance possibles. Le deuxième, c'est le manque de désir, le manque d'envie, et ils attribuent ça à la morosité ambiante. Et le troisième, donc, Et le troisième, c'est l'éjaculation prématurée, ou qu'on appelle, selon eux, improprement éjaculation précoce. C'est pas précoce, prématuré, c'est-à-dire que c'est trop tôt dans le rapport sexuel. Ça pour les hommes. Et pour les femmes, alors 3 formes de pathologie, qui sont la frigidité, la froideur sexuelle, qui est souvent due au fait que ce n'est pas le bon partenaire, ou ce n'est pas le bon contexte, ou le bon moment. Donc elle est primaire ou secondaire, cette frigidité. La dyspareunie, c'est les douleurs en cas de rapport, et le vaginisme, c'est-à-dire le vagin trop étroit qui serre et qui est dû, selon eux, à une contracture douloureuse du muscle releveur de l'anus. Ça, c'est très bien, mais en quoi, en shiatsu, on va pouvoir aider ces personnes? Alors en shiatsu, nous ne sommes pas des sexologues, donc nous n'allons pas nous rendre sur le terrain des gens qui font la psychologie du sexe. Nous ne sommes pas sexothérapeutes non plus, nous ne sommes pas médecins, donc nous n'avons pas ces spécialisations. Par contre, nous avons la faculté de réharmoniser l'énergie vitale, de la dynamiser, et ça va être dans ce contexte plus global une approche qui est plus axée sur l'énergie vitale profonde et qui va avoir un effet sur l'énergie sexuelle que nous allons pouvoir travailler. Nous allons aussi pouvoir travailler sur l'harmonisation entre partenaires, nous allons aussi pouvoir travailler sur la détente parce qu'il est fondamental dans les pathologies d'origine sexuelle. Il faut être serein et en toute quiétude, disent-ils. Donc, c'est certain que dans le shiatsu, nous recevons beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout dans cette sérénité, qui sont dans le stress, dans la tension. Et donc, l'action déjà que nous pourrons avoir à ce niveau-là aura un bénéfice sur l'énergie sexuelle. Ce qui revient à dire, si je te suis bien, c'est que la problématique, elle est plus globale, en fait. Elle est celle de la circulation, du mouvement interne, qu'on l'appelle chi, qu'on l'appelle sang, qu'on l'appelle n'importe comment, et aussi du système nerveux. Donc, il faut mettre le corps dans un certain état, une certaine condition. Voilà. Nous, on est dans une optique de prévention à la base en shiatsu, et on est dans une optique d'harmonisation de l'énergie vitale. Donc là est notre place. On n'est pas dans les spécialités des différents spécialistes de la question très très pointus. Un praticien de shiatsu, pour moi, doit être un bon généraliste, c'est-à-dire il doit avoir la vue globale sur la problématique et pouvoir agir en amont et pouvoir agir dans une optique de prévention et d'harmonisation. Donc oui, les points et les méridiens qui concernent la circulation du chi, la circulation du sang, la régularisation du système nerveux, du sympathique, parasympathique, ça va être le cœur de notre action et ça va avoir une action sur l'énergie sexuelle. Après, on va pouvoir descendre à partir de là dans des méridiens ou des points qui vont être plus spécifiquement en rapport avec la circulation de l'énergie sexuelle. Et ce seront des points qui seront situés sur le hara, sur le bas-ventre, sur le koshi, aux alentours des zones érogènes, des méridiens comme le rein pour le désir, comme le foie pour la faculté de réaliser ce désir, comme la rate pour la faculté de diminuer un peu la charge mentale sur tout cela. Et donc là, c'est sûr qu'on a des outils qui vont être aussi très efficaces. Mais je crois que notre action majeure et la place du shiatsu, elle est sur la prévention et sur l'arrière-plan. Il y a une chose, moi, qui m'intéresse bien, et d'ailleurs, il me semble, fait des recherches en ce sens, c'est que la sexualité n'est pas que un problème corporel, c'est aussi un problème psycho-émotionnel, très important cette partie-là. Et toi, tu venais avec 4 écritures différentes en kanji sur le corps-esprit. Tu peux nous en toucher 2 mots ? Oui, c'est peut-être compliqué si on ne voit pas les kanji, mais corps-esprit, ça c'est au cœur de la pensée orientale et certainement au cœur du Japon. On ne dissocie pas. On dissocie, nous on a 2 mots pour ça, eux ils ont 2 kanji qui se prononcent de la même façon, shin-jin, qui s'écrivent de 4 façons différentes et dans des ordres différents. Donc on a à chaque fois le corps, qui est Shin, et alors Jin va aller s'écrire de façon différente. On aura soit Kokoro, qui est le cœur, soit on aura Kami. Kami, c'est un concept, c'est l'énergie divine, entre guillemets, c'est toutes les forces surnaturelles qui nous entourent et qu'on ne comprend pas bien et qu'il faut ménager. Voilà, ça c'est un peu Kami, c'est tout le cœur du Shinto.
Donc, Shinjin, ça veut dire corps-esprit. Donc, soit on est dans cette dynamique corps-cœur ou cœur-corps, ça dépend par quel côté tu le prends. Hein. Si c'est corps-cœur, ben, on part du physiologique et on va monter vers Kokoro, qui est l'émotionnel, et la pensée aussi, puisque le cœur gère les émotions et la pensée, et ce qui va être du psycho-émotionnel en quelque sorte. Oui. Donc, on harmonise les deux. On va être là, par exemple, dans le Shaolin. Dans le rein-cœur, là, clairement, on est dans ce corps-esprit. Le fait que c'est toujours la même énergie, soit qui est très dense au niveau du corps, soit qui est très subtile au niveau du kokoro, au niveau du cœur. Mais c'est toujours le même ki, si on est sur une ligne verticale, comme si on déplace un curseur du bas vers le haut et on se déplace là-dessus à son gré. Dans l'autre sens, si on écrit d'abord cœur et puis corps, ça va toujours se prononcer Shinjin. Mais on va aborder les choses par le côté émotionnel. Et on sait que l'émotionnel est à 80-90% la cause majeure des pathologies selon les Chinois anciens. Donc c'était extraordinaire d'ailleurs qu'ils aient vu ça déjà à cette époque-là. Et maintenant c'est clair qu'on baigne dedans, dans l'hyper émotionnel à tout crin et à tout moment. Et que donc bien sûr que ce déséquilibre-là va venir travailler sur le corps aussi. Et puis on a l'autre porte d'entrée qui est plus les aspects du divin, entre guillemets, du surnaturel, le fait que notre corps est en connexion avec des énergies qui nous dépassent. J'ai un peu de réticence à employer le mot chamanique, mais c'est ça, ce sont les points Shin, écrits comme kami, hein, les 8 points Shin écrits comme kami, ou les points Ling, points Rei, qui sont des points plutôt chamaniques, les 5 points. Et là, on a des connexions qui visiblement dépassent le simple cadre de cette vie terrestre et qui nous ramènent au ciel antérieur ou à la connexion aux énergies subtiles de l'univers. Ouais. Et donc ça aussi, c'est Shinjin, c'est-à-dire que au fond, on a notre corps qui est l'enveloppe très très bien visible, détectable et tangible, mais on sait bien que le corps énergétique est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut percevoir avec les yeux. Et là, c'est ce Shinjin-là. Est-ce qu'on pourrait faire un rapprochement avec, là je parle en termes de société, par exemple, on a eu des études comme quoi la société de l'Ouest, du monde occidental en général, fait de moins en moins l'amour. On voit aussi complètement, cette fois à l'Est, le Japon qui est en dénatalité profonde. Est-ce que c'est un problème de raccord, justement, entre un esprit serein et un corps stable ? Il y a certainement ça, mais c'est aussi, je pense, surtout, et dans les deux cas, un problème relationnel. Parce que la sexualité et l'énergie sexuelle ne peut s'épanouir vraiment que dans le cadre d'une relation qui soit la plus authentique, la plus vraie, la plus sincère possible. Et donc, dans le cas du Japon, ce problème relationnel est existant et très prégnant parce que culturellement et socialement, c'est compliqué de se rencontrer. Et en Occident, on voit malheureusement au rythme où les couples se font et se défont qu'il est difficile aussi pour de plus en plus d'Occidentaux de bâtir un couple qui soit dans la durée et qui soit suffisamment ancré pour passer à travers toutes sortes d'épreuves ou à travers l'individualisme qui est aussi croissant et à travers toutes les émotions qui vont avec. Donc pour moi, le cœur de tout ça, on peut avoir du sexe avec une partenaire d'un soir, d'une nuit, avec qui il n'y a pas nécessairement d'émotions profondes, mais je pense que ça va s'inscrire dans la durée s'il y a cette rencontre et cette émotion profonde entre les deux personnes. Ce qui nous amène à ce concept fondamental et tellement simple et en même temps tellement sophistiqué qu'est le yin-yang, qui nous dit, et notamment les livres de médecine chinoise, que la rencontre entre un homme et une femme, c'est la rencontre du yin et du yang, ça on est ok. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à chercher dans cette relation et l'un et l'autre doivent se nourrir mutuellement, c'est ça ? Exactement. Le mot est exact, c'est nourrir. La relation est nourrissante. Le yin, par sa nature, nourrit. Le yang serait plus dans l'action et dans l'agitation, on va dire. Mais les anciens Chinois, et notamment dans le traité du Sun Yu Jing, qui est le traité de la fille simple, qui est un manuel d'érotologie chinoise, où l'empereur jaune interroge cette courtisane de cour en disant « Ah, me sens pas bien, qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc elle lui dit que ça n'ira pas bien si, lors de ses relations amoureuses, il ne respecte pas les lois et les principes du yin et du yang. Et les lois et principes du yin et du yang, c'est cette rencontre, mais c'est aussi le fait que
La femme, yin par essence, émet une énergie nourrissante et le yang va rencontrer cette énergie nourrissante et les deux vont pouvoir se fertiliser, se renforcer et donc la pratique de la sexualité bien comprise selon les principes du yin-yang est une pratique de longévité et non pas une pratique d'épuisement, d'agitation, d'où le climat de sérénité, de quiétude qui sont nécessaires et alors toutes les techniques qui vont avec en matière de nombre d'éjaculations, savoir ce qu'on peut faire en tant qu'homme, comment ne pas s'épuiser, comment préserver au fond l'intégrité et la vitalité de sa semence. Ce qui nous amène à un dernier point intéressant, c'est que la vision notamment de ce classique que tu citais, c'est finalement une vision de santé holistique derrière. On n'est pas juste dans le traité de sexologie finalement, on est vraiment dans quelque chose de plus large. Et c'est clairement une différence de conception entre le monde occidental et oriental ici. Ah oui, alors on est clairement dans une pratique de longévité et de vitalité. Et quand on lit certains extraits du Su Nu Jing, les bienfaits du coït, ce sont carrément des bienfaits médicaux. On va renforcer les os, on va permettre au sang de mieux circuler, on va renforcer le qi. Donc il y a tous des effets qui sont décrits et qui sont carrément des effets qui sont décrits dans des traités de médecine. Donc il y a un aspect médical au fait pour un homme et une femme d'avoir une relation sexuelle. Oui. Et ça, évidemment, on a perdu ça ici, ou je ne sais pas si on l'a jamais eu, mais en Occident, en tout cas, on ne met pas ça en avant. Stephan Kuipers, merci beaucoup. Merci Yvan pour cette rencontre au congrès FFST qui était consacré à ce thème de l'appareil reproducteur de la sexualité. Et donc c'est un thème que dans nos cabinets et dans nos séminaires, nous devons aborder beaucoup plus, je crois. Eh ben merci beaucoup, c'était très intéressant. J'espère que je t'interviewerai sur d'autres sujets parce que tu as toujours plein de choses à raconter. Au passage, je note ton très très bon livre qui s'appelle Shiatsu, un art japonais, aux éditions du Renard Blanc. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Et c'est un livre qui, moi, m'a vraiment accroché et je vous le recommande si vous êtes praticien ou praticienne de Shiatsu. Merci à vous deux pour cet épisode enregistré à Paris par Yvan Bell, réalisé par François-Olivier Louaille. Sur les pas du shiatsu est un podcast lié au blog Ryoho Shiatsu. Vous y retrouverez donc toutes nos archives aux côtés de nombreux articles en 6 langues. Notre podcast est également référencé sur les principales plateformes. Et j'espère vous retrouver bientôt sur les pas du shiatsu.